Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui et la semaine prochaine, je vous propose deux grosses vidéos compilation. Et là, on va commencer directement avec le tour du monde des threads d'horreur. Vous aurez la possibilité pour 5 d'entre vous de gagner ce que vous voulez d'une valeur de 30 € max. Comme c'est les vacances et que vous êtes de plus en plus nombreux, j'ai envie de vous faire kiffer. Avec l'argent que je me suis fait sur YouTube, ça me permettra de financer tout ça. Le petit jeu que je vous ai réservé, ça va être à la fois simple mais compliqué. Dans cette vidéo, vous allez avoir 6 éléments à trouver. Ça peut être un mot ou un nombre. Quand vous trouverez la totalité, vous aurez juste à me contacter sur mon Instagram Mogota Sama. Je répondrai absolument à tout le monde. Et pour les 5 premiers, vous gagnerez ce que vous voulez d'une valeur de 30 € sur Amazon. Et pour tous ceux qui jouent le jeu mais qui arriveraient en retard, je vous ai réservé une histoire que je vous raconterai sur Instagram. Et tout ça raconté en vocal, rien que toi et moi. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, toutes les histoires qui vont suivre vont vous faire rappeler de bons souvenirs. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour avoir un Mogo heureux et des nouveaux concepts à venir. Maintenant que c'est fait, éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. Quoi de mieux que de commencer avec une histoire qui se déroulera dans le lieu le plus terrifiant du Japon. Un thread qui prend aux tripes et qui nous rappelle que parfois la vie c'est hyper dur. Accrochez-vous bien car ce qui va suivre, vous êtes pas prêt de l'oublier. C'est parti. Aujourd'hui je dois faire quelque chose d'important. Je m'appelle Kei et je suis étudiant à Tokyo. J'ai beaucoup de mal à avoir de bonnes notes, mais je m'accroche. Comme je viens d'un petit village, mes parents ont investi toutes leurs économies pour que je puisse avoir un avenir. Mais malheureusement je suis seul. Je n'ai pas beaucoup d'amis et je ne suis pas dans une filière qui me plaît. Être au service d'un patron, mettre un costume tous les jours dans une entreprise lambda, ça ne m'a jamais intéressé. Comme j'habite à quelques kilomètres d'Akihabara, le quartier aux jeux vidéo, j'y vais au moins 3 à 4 fois par semaine. Ce que j'aime par-dessus tout, pour oublier cette vie de merde, c'est de jouer aux jeux vidéo. Je suis un grand fan de World of Warcraft, League of Legends et surtout les jeux d'arcade. Tout ça me permet de me sentir mieux, d'oublier tous les problèmes du quotidien. Croyez-moi, avec le virtuel, on a beaucoup moins de soucis. La vie est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que j'aurais aimé vivre dans un putain de jeu vidéo? Ma vie aurait été plus joyeuse. Enfin bref, je dois me dépêcher et vite rattraper mon train. Faut que j'y sois avant la tombée de la nuit. J'ai environ 4 heures de trajet avec plusieurs arrêts et je ne suis vraiment pas habitué à me déplacer seul. Je suis un peu stressé, mais bon, je crois que c'est normal. Vu ce que je vais faire, au moins après ça je serai tranquille. J'arrive enfin à destination après plusieurs heures de route. Quand je sors à la sortie de mon dernier bus, quelqu'un m'interpelle à la sortie de celui-ci. Monsieur, j'espère que vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci à vous. C'était une jeune femme. Elle me regardait d'un air inquiet, comme si elle savait ce que j'allais faire. Peut-être que c'était parce que j'étais arrivé à la forêt d'Aokigara, aussi appelée la forêt des suicides. Ou maintenant que j'y pense, peut-être qu'elle avait vu le bout de corde qui dépassait de mon sac. J'ai tout fait pour paraître naturel et ne laisser aucun doute planer. J'ai tenté de rapidement me débarrasser d'elle pour vite arriver à la forêt. En plus, la nuit commençait à tomber. J'allais bientôt ne plus rien voir. Plus je m'enfonçais dans cette forêt, plus je sentais des regards posés sur moi. À vrai dire, d'après des témoignages sur internet, les gens y sont habitués apparemment. Sentir des regards, sentir comme des présences, avec toutes les personnes qui se sont suicidées ici, c'est une chose qu'on ressent très facilement. Aujourd'hui, c'était mon tour. J'étais déterminé à mettre fin à ma vie. Je ne voulais plus ressentir ce mot qu'on appelle tristesse, et voir tous mes proches souffrir de cette pauvreté qui nous a anéantis. Vivre comme des putains de prolos, j'en avais assez. C'était absolument pas ce que je voulais. J'avais mon objectif bien en tête et je ne voulais pas reculer. Sans comprendre pourquoi, je commence à voir flou. Alors je pose mes mains sur mes yeux et je me rends compte que je suis en train de pleurer. Peut-être que c'était un message de mon corps, je ne sais pas. Mais c'était vraiment bizarre tout ce que je ressentais. Je regarde autour de moi, je réfléchis, mon cerveau qui travaille énormément. Je repense à des bons souvenirs. Bref, il fallait que j'en finisse vite. J'escalade un arbre et j'attache fortement ma corde à une branche qui me semblait la plus solide. Je mets la corde autour de mon cou. J'attends quelques secondes. J'attends encore un peu. J'attends encore. Stop. Je suis pas une fiotte, merde. Cette fois-ci, je saute. Je sentais la corde qui me coupait le souffle. Je n'arrivais plus à respirer. Je me débattais dans tous les sens pour tomber au sol. J'avais terriblement peur de mourir. On remerciera le jeu d'acteur. Et là, la branche a fini par se briser et je me suis éclaté par terre. J'étais dans un état secondaire. J'ai failli mettre fin à ma vie. Putain de merde. Je pensais pas que c'était aussi dur. J'étais en larmes. Je pouvais pas abandonner ma pauvre mère. Et là, soudain au loin, j'entends une voix. Monsieur, vous allez bien?
S'il vous plaît, ne restez pas dans cette forêt. Je sais ce que vous comptez faire, mais ne le faites pas, je vous en prie. » C'était la fille de tout à l'heure. Elle m'avait suivi. Elle m'a rejoint et on a discuté. Elle m'a expliqué qu'elle prenait tous les jours le même bus pour vérifier si personne s'arrêtait pour aller dans cette forêt. Elle a déjà perdu un proche auparavant qui avait mis fin à ses jours dans la forêt d'Aokigahara. Elle s'est mise à pleurer, tellement que j'ai dû la réconforter et lui promettre que je ne ferais rien. Quelques années plus tard, cette fille est devenue ma femme. Et ensemble on lutte pour éviter que les jeunes mettent fin à leur jour. Wow, ce thread est particulièrement touchant. Essayez de mettre fin à sa vie. C'est l'une des choses les plus terribles. Juste le fait d'y penser, ça me met des frissons. Comment on peut être amené à faire une chose pareille? Parfois, la vie de certaines personnes est tellement triste que ça les pousse à commettre l'irréparable. Quand on sait que le Japon a fait partie des pays les plus suicidaires au monde, c'est tellement malheureux. À travers cette histoire, on a un homme qui perd tous ses moyens. Et heureusement, grâce à une rencontre inattendue, il va remonter la pente et lutter contre ce fléau. Bon, la première histoire, c'était pas la plus joyeuse, je vous l'avoue. Mais c'était un sujet super important. Surtout qu'on a une moralité dans cette histoire. Ça permet de sensibiliser un maximum de personnes. Ne jamais penser à faire une chose pareille. La vie, c'est beaucoup trop important. Malgré la tristesse et le mal qu'on peut subir, toujours s'accrocher. Enfin bref, continuons avec l'histoire suivante. Let's begin. Si je mélange histoire d'horreur et Russie, il y en a une qui me revient sans cesse dans la tête tellement elle m'a marqué l'esprit. Il s'agit d'une histoire vraie, d'un homme qui est actuellement en prison. Je l'ai revisité sous le format d'un thread, histoire de se mettre dans la peau du personnage. Ainsi, je pourrais vous raconter les choses terribles qu'il a fait dans sa vie. Accrochez-vous bien, c'est parti. Mon prénom c'est Vladimir Nikolaev. Je vais vous raconter mon histoire et vous comprendrez peut-être pourquoi j'en suis arrivé là. Ou peut-être pas, mais ça, j'en ai rien à foutre. Je suis né dans une petite famille au sud de la Russie. J'étais un enfant très perturbé. Je me battais souvent avec mon frère. Il avait 2 ans de moins que moi. Mais ça nous empêchait pas de nous battre et de voir qui était le meilleur. On voulait toujours gagner. Même mon père nous regardait. Il nous encourageait. Parfois, on terminait blessé. Je me rappelle de ce jour où j'ai failli étrangler mon propre frère. Personnellement, je m'en rendais pas compte. On s'amusait et je le maîtrisais assez bien. Mais heureusement que mon père ce jour-là avait réagi. Sinon, je vous laisse imaginer la suite des événements. On a raté de très peu l'inévitable. Je détestais l'école. D'ailleurs, j'avais décidé d'arrêter quand j'avais 14 ans. Et je suis parti aider mon père qui travaillait au chantier. Je me voyais pas du tout faire de longues études. C'était pas fait pour moi. Moi, tout ce que je voulais, c'était gagner du pognon. Me faire un maximum de fric le plus vite possible. Je voulais tout simplement profiter de la vie. Arrêter d'aller en cours avec des gamins abrutis qui faisaient que de m'embrouiller. Quelques années plus tard, à mes 18 ans, je suis allé à l'armée. Je voulais rendre fier mon père. Et aussi pour rendre fier à mon pays, la Russie. Après avoir servi pendant des dizaines d'années, je suis rentré. La vie que j'avais laissée derrière moi avait complètement changé. Et honnêtement, j'avais du mal à m'y faire. Redevenir un simple citoyen, c'était pas fait pour moi. J'avais énormément de mal. Tous les soirs, j'avais ma bouteille à la main. Je faisais la tournée des bars. J'en profite pour boire de l'eau parce que franchement, j'ai la gorge sèche. J'avais l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai servi mon pays, abandonné ma famille, tout ça pour me retrouver seul aujourd'hui. Un soir, j'avais pas mal picolé. Il était tard, je rentrais et sans me souvenir comment, je suis arrivé chez moi. Comme souvent, la soirée était agitée. J'avais bu, j'ai dansé et je me suis même battu. J'étais totalement bourré. J'habite dans une rue déserte. J'y vois jamais un chat à ces heures tardives. Mais cette nuit, je distinguais une ombre humaine. Elle était juste au coin de mon immeuble. C'était un mec et il était aussi torché que moi. Il a commencé à me parler et à me demander plusieurs fois une cigarette. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait en bas de chez moi, cette ordure? J'allais certainement pas lui filer une clope, il en était hors de question. Après quelques insultes en russe, on a commencé à se frapper, à se rouler au sol et à se mettre plein de coups dans la gueule. Il avait une bonne droite et il m'en a mis plusieurs dans la gueule, mais avec l'alcool que j'avais dans le sang, je sentais quasiment rien. Quand je me suis relevé, je le voyais au sol allongé, il ne bougeait plus, je l'avais tué. Ce merdeux est mort juste comme ça, mais quelle idée de me demander une putain de clope. J'ai chopé le gars par ses 2 bras et je l'ai traîné jusqu'à ma salle de bain. Là, j'avais enlevé tous ses vêtements. Le mec était jeune mais bien attaqué à la cam, ça se voyait avec ses dents. Je me suis dit que c'était un déchet en moins dans notre société. J'avais franchement aucun regret de l'avoir buté. En plus, il l'avait cherché. J'ai commencé par enlever sa tête, puis les bras et les jambes. C'était pas facile, surtout que j'étais pas bien équipé pour ce genre de situation. C'était un bain de sang et on voyait plus le sol. Je tordais ses membres dans tous les sens pour arriver à les arracher. Je vous laisse imaginer le bruit de ses tendons. C'était semblable à un poulet qu'on découpe pour le déguster le dimanche soir avec sa famille. J'ai commencé par un morceau de cuisse. C'est ce qu'il y a de meilleur dans le poulet. Donc je me suis dit que c'était probablement la meilleure partie de son corps.
corps. J'ai coupé un bon gros morceau que j'ai fait bouillir dans une casserole. Ça avait l'air pas trop mal. J'ai sorti le bout tout rosé de l'eau et j'ai arraché un bon morceau avec mes dents. Putain, c'était dégueulasse, mais quelle idée de faire cuire de la viande humaine dans de l'eau, putain. J'ai lavé une poêle et j'ai émincé un beau morceau comme un tartare, puis je l'ai fait revenir dans un fond de beurre. Là, je peux vous garantir que c'était délicieux. J'ai vraiment apprécié mon repas. J'avoue, j'étais à moitié éclaté. Mais putain, c'était super bon. Mais j'avais un petit problème. Il y avait beaucoup trop de viande et je devais m'en débarrasser pour supprimer toutes les preuves du crime que j'avais commis. J'ai coupé le gars et je l'ai stocké dans plein de sachets différents que j'ai offerts à mes voisins. Notamment pour mon pote Yuri. Je lui ai dit que j'avais de la viande pour lui et sa femme. Il était content. Ici en Russie, c'était déjà très difficile de se nourrir convenablement. Alors avoir de la viande gratuitement, autant vous dire qu'ils étaient très reconnaissants. Je leur ai dit que c'était de la viande de kangourou et ils m'ont cru. Et c'est comme ça que j'ai pu me débarrasser du corps très facilement. Voilà. C'était l'histoire de mon dernier meurtre et comment je l'avais dissimulé pour ne pas me faire rattraper. Ok, comme je vous l'ai dit, ce meurtre a bel et bien existé. Vladimir Nikolaïev avait témoigné tous les détails de son meurtre. D'ailleurs, j'ai ce petit extrait où il est passé sur National Geographic. Je lui ai coupé la tête, les bras, les jambes. Tout à coup, l'idée m'est venue et je me suis dit, si je le goûtais. Comme vous pouvez le voir, il a été interviewé et il a répondu à toutes les questions qu'on lui posait. Et notamment toute l'histoire que j'ai pu vous raconter. Je l'ai un peu revisitée, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'a eu aucun regret, aucun état d'âme quant au crime qu'il a commis. Se dire qu'une histoire pareille a vraiment existé, c'est vraiment terrible. Il a offert de la viande humaine à ses voisins. What the fuck? En plus d'avoir commis un crime horrible, il s'est amusé en allant beaucoup plus loin. On avait carrément l'impression que c'était juste un jeu pour lui. Ce genre d'individu, ça fait terriblement froid dans le dos. Dites-vous une chose, c'est que des psychopathes pareils, il en existe partout sur Terre, et c'est ça qui fait le plus peur. Alors restez bien sur vos gardes. Du jour au lendemain, tout le monde peut changer, et là, on peut être vraiment surpris. Enfin bref, continuons avec une nouvelle histoire. C'est parti. Je m'appelle Hakim, et ce que je vais vous raconter m'a marqué l'esprit à jamais. Tout commence en 2011 en Algérie. Je travaillais, j'étais plutôt heureux, j'avais ma famille et une vie tranquille. Un jour, je croise un ancien ami et on se met à discuter du passé, de la nostalgie de l'époque. C'était mon meilleur ami Nassim. Il m'a raconté que tout n'a pas été simple pour lui et qu'il avait dû faire des choses qu'il regrettait. J'étais vraiment triste pour lui et je lui ai proposé de partir dans le Sahara algérien histoire de lui changer les idées. Il a même pas réfléchi une seule seconde et il a accepté ma demande. Le jour du départ, le stress commence à monter, mais c'était normal, on allait partir à l'inconnu. C'était à la fois tellement excitant et angoissant, mais on était tellement pressé de partir. On commence alors notre voyage, on avait juste un sac à dos et de quoi survivre. Les heures passent et on parcourt une grande distance, mais le soleil commence à se coucher. On était épuisés, donc on a installé notre tente en plein milieu du désert. Le paysage était magnifique et on s'est posé quelques minutes pour contempler l'horizon. Après avoir installé notre tente, je vais préparer un thé à la menthe, histoire de le savourer auprès du feu et de contempler les étoiles dans le ciel. Nassim et moi, on discute pendant plusieurs heures et il me révèle des choses troublantes qu'il a vécues dans son passé. Quelques mois en arrière, il a participé à un combat de rue pour pouvoir gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Il m'a prononcé la phrase suivante. Il ne voulait pas abandonner et les organisateurs ne voulaient pas arrêter le combat. J'ai été trop loin. J'étais choqué par cette révélation, mais je lui ai dit pour le rassurer que je comprenais, qu'il n'avait pas eu le choix, que c'était pas de sa faute. Mais il m'a répondu avec les phrases suivantes. Oui, mais j'ai peur d'avoir aimé ça, avoir ce sentiment de puissance, de mettre à terre mon ennemi, quitte à lui prendre la vie. Une partie de moi en redemande, mais une autre partie de moi regrette. Tout se sent pour de l'argent. J'étais troublé par la conversation, je ne savais pas où me placer. Il y avait comme un sentiment de gêne qui était présent. Après un silence pesant de quelques minutes, mon ami Nassim est parti se coucher. Moi, je suis resté quelques instants dehors à contempler les étoiles et je pensais à tout ce qu'il m'avait dit. Au réveil, il faisait super chaud, une chaleur étouffante. On décide tout de même de poursuivre notre chemin à travers le désert. On arrive à une oasis et on décide d'y rester toute l'après-midi et de repartir avant la tombée de la nuit. Le vent a commencé à se lever et j'avais peur qu'une tempête de sable se lève. Mais c'était un événement assez rare donc je me suis dit que ça allait passer. Nassim commence par réinstaller nos tentes et moi je prépare un bon thé sucré comme la veille. Sauf que cette fois au loin, on a aperçu quelque chose d'anormal, une chose qui semblait avoir une apparence humaine, une sorte de silhouette, mais c'était peu probable dans le désert. En pleine nuit, dans le froid, c'était quasi impossible de rencontrer quelqu'un. On a fixé la silhouette qui semblait se rapprocher petit à petit. Après quelques pas, elle s'est arrêtée à une dizaine de mètres. J'ai essayé de communiquer avec en le saluant. Assalamu alaikum, vous voulez vous joindre à nous? Nous avons une tasse pour vous si vous le souhaitez. Approchez, venez.
Vous êtes perdu, monsieur? Aucune réponse de l'ombre à l'apparence humaine. Elle restait là, figée devant nos yeux. On pouvait juste distinguer son regard. Un regard perçant et clair. On voyait ses yeux qui étaient très lumineux dans le noir. C'était très bizarre, parce qu'en pleine nuit et d'aussi loin, il était quasiment impossible de pouvoir distinguer son regard aussi précisément. On était comme paralysés. On ne pouvait pas bouger. J'étais tétanisé. 15 minutes plus tard, la chose commençait à se retourner et à partir. Elle était en train de marcher comme elle était venue. J'ai tout de suite retourné mon visage vers Nassim. Et mon ami me sort la phrase suivante. C'était un djinn, j'en suis sûr. Ses yeux, son calme, sa posture, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et je lui ai répondu que je trouvais ça étrange également. Mais il y a beaucoup de Touaregs par ici. Ils ne sont pas réputés pour leur conversation. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'un d'entre eux qui s'était égaré et qui était peu bavard. J'essayais de le rassurer et de me rassurer comme je le pouvais. En tout cas, c'était la solution la plus plausible. On avait des doutes, mais aucun d'entre nous n'était sûr de ce qu'il avait vu. Croyez-moi, c'était vraiment troublant. Le lendemain matin, j'ouvre les yeux et je ne trouve pas Nassim. Je me suis dit qu'il s'était peut-être réveillé plus tôt. Mais en sortant de la tente et en regardant autour, il n'y avait personne. J'ai pris peur et j'ai commencé à crier son nom. Nassim, Nassim, Alwah ya khoya, Alwah. Aucune réponse. J'ai regardé partout autour de moi, même le sol, mais il n'y avait aucune trace. C'était comme s'il s'était évaporé. C'était impossible. Comment il aurait pu disparaître? Je me suis même demandé si j'étais en train de rêver. Je me suis pincé fortement, j'étais bel et bien réveillé, et mon ami avait disparu. J'ai perdu toute trace de mon ami Nassim. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Wow! Perdre son ami d'enfance et ne plus avoir aucun signe de vie. Cette histoire, elle est totalement badante et c'est pas la première du style que j'ai pu entendre. Sentir la présence d'un djinn, voir des choses étranges qui peuvent se produire juste devant soi, n'avoir aucune explication rationnelle, bah c'est des choses qu'on m'a déjà racontées. Mais malheureusement, la plupart du temps, la finalité est assez brutale. En Algérie, mon grand-père m'avait déjà raconté l'histoire d'un homme qui avait rencontré un djinn à l'apparence d'une femme et qui est mort suite à cette rencontre. C'était un chauffeur de taxi et cette histoire avait fait le tour du village à l'époque. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous la raconte, venez sur mon Instagram Mogota Sama. Enfin bref, continuons avec une nouvelle histoire très intense. Et si c'est pas déjà fait, je te conseille fortement de te mettre dans le noir pour celle-ci. Let's begin. Je m'appelle Jeff, j'habite au Canada dans la province de l'Ontario. J'ai décidé avec ma petite amie de partir un week-end aux chutes du Niagara. J'avais l'intention de lui faire ma demande en mariage. Comme c'était une surprise, je m'y suis pris longtemps en avance et j'étais bien préparé à ça. Mais parfois, rien ne se passe comme prévu. J'ai voulu lui faire croire que c'était sur un coup de tête. J'ai pris ma voiture et j'ai conduit pendant plus de 12 heures. Avec ma Nathalie, on discutait comme des enfants durant tout le trajet et on passait des super moments. C'était tellement agréable, je la sentais super souriante et tellement heureuse, c'était un vrai bonheur. Une fois arrivé, on s'est arrêté quelques instants. On était en train de fixer le paysage pendant quelques minutes, à contempler la splendeur des chutes du Niagara. Ensuite, on a repris notre chemin et on a rejoint notre hôtel. On a déposé nos affaires pour être à l'aise et visiter tranquillement. Nathalie et moi, on se connaissait depuis très longtemps maintenant. Ça devait être au collège si je me rappelle bien. Ses yeux, son visage, elle était tellement belle et je vous avoue que j'ai complètement craqué à l'époque. On s'est mis en couple et on a enfin commencé à profiter ensemble. On était super amoureux. Mais il y a quelques années, elle est venue me dire ce qu'elle ressentait pour moi. Qu'elle voulait faire sa vie à mes côtés et qu'elle voyait qu'à travers moi. J'étais selon elle l'homme de sa vie. Elle avait les yeux qui brillaient et je ressentais de la sincérité dans ses paroles. Ça m'avait énormément touché. À partir de là, tout s'est accéléré entre nous. Il y a 3 ans, on a emménagé ensemble. On a commencé à vivre tous les deux et à partager chaque moment de notre vie côte à côte. Et depuis ce jour, j'organise ce week-end dans le plus grand des secrets. Donc on a fait une randonnée pour arriver au plus proche des chutes. Après des heures de marche, on s'est arrêté pique-niquer. Je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour lui faire ma demande. Tout était parfait. Il faisait beau, on était sur un petit nuage, mais j'ai préféré attendre. À ce moment, j'ai vu dans les yeux de ma petite amie de la tristesse. Je ne comprenais pas comment elle pouvait avoir l'air triste. Alors j'ai redoublé d'efforts pour que ce week-end soit inoubliable. À vrai dire, je trouvais ça bizarre, parce qu'à part quelques instants étranges où elle semblait avoir la tête ailleurs, ma Nathalie aussi faisait tout pour que notre séjour soit parfait. Bref, on avait fini notre randonnée. On était juste devant les chutes d'eau, mais malheureusement, j'ai pas pu lui faire ma demande. Je vous avoue, j'étais totalement paniqué. Je sais pas pourquoi, mais j'étais stressé. Je pense que j'étais tout simplement pas prêt. Alors que je suis sûr à 100% qu'elle aurait dit oui. Le soir à l'hôtel, après avoir mangé au restaurant, on s'est posé tranquillement dans le lit. Pour moi, dans ma tête, c'était le meilleur moment pour lui faire ma demande. J'ai pris la petite boîte que j'ai cachée dans mon sac et je me suis agenouillé devant elle. À ce moment, elle a fondu en larmes. J'étais moi aussi en larmes, mais soulagé d'avoir eu le courage de le faire. Puis je voyais qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, donc je me suis dit qu'elle ne pleurait pas pour ça. Je lui demande ce qui se passe et c'est à ce moment qu'elle me dit la phrase suivante. Jeff, mon amour,
On m'a diagnostiqué une maladie incurable. Il me reste peu de temps. À ce moment-là, j'étais paralysé. Je fixais le mur qui était juste devant moi. Je n'arrivais même plus à bouger, tellement j'étais triste. Mais je me suis repris et je lui ai dit en pleurant que ça ne changerait rien. Je voulais lui offrir le meilleur et rester auprès d'elle jusqu'à la fin. C'était le plus beau week-end de ma vie, mais aussi le pire. Waouh! Je pense que c'est l'un des threads les plus tristes qui m'a été amené de réaliser. Apprendre qu'un être cher a attrapé une maladie incurable, qu'il lui reste quelques mois à vivre, qu'après tout ça, rien ne sera plus jamais comme avant. Dans l'histoire, on a un couple, deux amoureux qui avaient plein de projets. Vivre ensemble, faire des enfants. Et là, du jour au lendemain, à cause d'une foutue maladie, tous ces projets sont réduits à néant. C'est la triste réalité. Cette histoire, elle m'a particulièrement touché et elle me rappelle la vie d'un ancien ami. Il était heureux, épanoui et tout se passait bien dans sa vie. Jusqu'au jour où il apprend que sa mère a chopé un cancer. Je peux vous garantir que le choc était hyper brutal. Échec scolaire, dépression, isolement et même tentative de suicide. Avec le temps, on s'est perdu de vue, mais apparemment ça va beaucoup mieux pour lui et franchement, je suis soulagé. Quand il nous arrive de tels événements dans notre vie, parfois c'est hyper dur. On n'a pas tous la force de traverser tout ça. C'est pour ça qu'il est super important de bien être entouré, d'avoir du soutien, de recevoir de la force et de se sentir aimé. Avec tout ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple, mais malheureusement, c'est pas toujours aussi facile. Enfin bref, après cette histoire carrément badante, je vous propose de continuer avec un nouveau thread. Let's begin. Mon nom, c'est Sébastien, et pour terminer mon master en archéologie, j'ai eu la chance d'aller en Égypte visiter les pyramides. Autant vous dire que c'était une opportunité unique. En plus, j'ai toujours rêvé d'aller dans ce pays magnifique. Très peu de gens de ma promo ont eu cette chance, donc je me réjouissais de pouvoir observer ces édifices millénaires. Mais malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, je me sentais pas très bien, j'avais un mal de crâne insupportable, mais pour rien au monde, j'allais rater ce petit voyage, croyez-moi. Pour commencer, j'ai pris l'avion pour arriver au Caire. Une fois là-bas, un guide me récupère moi et mes deux autres collègues de classe. Par chance, mes douleurs commençaient à se dissiper. J'allais pouvoir profiter tranquillement. Pendant le trajet, le guide nous informe de certaines choses. Comme on allait visiter les pyramides de Gizeh, il nous a prévenu que quelque chose ou quelqu'un essayait de s'en prendre aux visiteurs. J'avoue que dit comme ça, c'était pas très rassurant. Avec toutes les histoires flippantes qu'on entend de nos jours, j'étais pas serein. Mais le plus troublant, c'est que le guide me fixait, avec de gros yeux, comme si on se connaissait depuis longtemps, alors que pas du tout. Je me sentais pas à l'aise. Être fixé dans les yeux alors que t'as rien demandé, je trouvais ça vraiment bizarre. Enfin bref, une fois arrivé, on voulait tout visiter de A à Z. On était tellement excités de pouvoir découvrir ces merveilleux monuments historiques. Mais avant ça, direction l'hôtel pour poser nos affaires et être à l'aise. Maintenant qu'on était enfin libérés et tout léger, on pouvait enfin commencer la visite. Avec mes deux camarades, on a voulu prendre des photos, des selfies, des souvenirs et se prendre tous ensemble. J'ai donc demandé à un vieil homme de nous prendre en photo, de nous rendre service, il accepta avec plaisir. Quand il m'a rendu mon téléphone, la personne avait la main froide, très froide, ce qui m'a surpris car il faisait très chaud. J'y ai pas prêté attention plus que ça. En tout cas, il était super gentil et je le remercie encore. Plus tard dans la journée, on a pu rentrer à l'intérieur de la pyramide de Khéops. C'était juste incroyable. C'était ma première fois dans ce lieu légendaire. Une expérience que je souhaite à tous de vivre au moins une fois. Les murs étaient étroits et on empruntait de petits chemins pour arriver dans de grandes pièces. Elles étaient immenses, c'était juste dingue. J'étais comme un enfant ultra excité, je bougeais dans tous les sens. Mais après 30 minutes à marcher et à discuter, je ressentais comme de drôles de palpitations au niveau du cœur. L'atmosphère était de plus en plus pesant. Combiné à la chaleur, j'étais trempé. J'étais totalement en sueur et j'avais encore très mal à la tête. Sachant qu'on était dans un endroit confiné dans la pyramide, il était de plus en plus difficile de respirer correctement. Donc je me suis dit que c'était normal. Soudain, je suis bousculé très fortement. J'ai ressenti comme un gros coup de vent, comme si quelqu'un m'avait poussé. Je tourne le visage pour voir si c'était pas une blague de mes collègues, mais impossible. Ils étaient juste devant moi. C'était vraiment bizarre. Peut-être que c'était juste mon imagination ou le manque d'oxygène qui me faisait complètement délirer. Bref, on est tous sortis de la pyramide et on a rejoint directement notre hôtel pour nous reposer. Mais ce que je redoutais est arrivé. Toutes nos affaires ont été volées. Heureusement, on avait le plus important sur nous. Mais putain, ça m'avait mis un coup au moral. Une petite merde nous avait volé. Faut vraiment être sans cœur pour faire ça. J'étais épuisé par notre journée. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Petit à petit, je commence à fermer les yeux et je repense à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le lendemain, une nouvelle journée commençait. On a pris un taxi, on est tous montés dans la voiture et pendant le trajet, je peux vous assurer que j'avais les yeux qui brillaient. J'étais ultra pressé. Une fois arrivé, on était à une centaine de mètres du Sphinx. Il était juste là, devant nos yeux, et c'était une véritable merveille. Je vous jure, j'avais l'impression d'être carrément dans un film, comme un rêve de gosse qui se réalisait. Mais la météo commençait à faire des siennes. Il y avait de plus en plus
plus de vent. Une tempête de sable était en train de se lever. C'était tellement rapide. Quelques minutes plus tard, je ne voyais plus rien. J'essayais de retrouver mes collègues, mais avec le bruit du vent et le sable qui m'aveuglait, c'était impossible. Je commençais à voir le décor autour de moi qui était en train de fondre, comme si j'étais dans un rêve éveillé. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Avec tout le sable qui m'entourait, j'avais du mal à respirer. Il y avait un truc immense juste là devant mes yeux, avec un regard terrifiant. Il avait l'apparence d'un chien. J'avais l'impression de voir Anubis en personne devant moi. J'étais complètement en train de délirer. La créature était en train de prononcer mon nom de plus en plus fort. Sébastien, Sébastien, Sébastien. Attachez-le, merde. Pousse-toi vite, il est en train de faire une crise. Appelle le doc, pousse-toi. Je me débattais, je sentais qu'on était en train de me faire quelque chose. Je veux juste voir les pyramides, le sphinx, les momies. Laissez-moi s'il vous plaît. Putain de merde, je veux une pyramide. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Sinon on va devoir vous endormir. Vous les verrez un jour vos pyramides, vous inquiétez pas. Pitié, m'endormez pas comme la dernière fois. Pitié, ça va aller. Dans quelques secondes, vous allez vous endormir. Et là, vous pourrez enfin visiter vos pyramides. Non, non, laissez-moi, non. Avoue que tu t'attendais absolument pas à cette fin. Parfois, nos désirs dépassent largement la réalité. Dans cette histoire, on a un homme qui rêvait de voyage, de pouvoir juste souffler, de changer d'air. Mais malheureusement, la réalité en est tout autre. Il est atteint d'une maladie psychologique et tout ce qu'il a raconté provient de son imagination. Je sais pas vous, mais cette histoire, je la trouve juste dingue. Imaginez-vous une seule seconde à sa place. Imaginez la frustration qu'il a dû ressentir. Il est dans un hôpital psychiatrique et il ne pourra probablement jamais réaliser ses rêves. Tout ce qui lui reste, c'est son imagination, ses rêves impossibles et sa prison mentale. Quand on subit tout ça, on ne peut devenir que de plus en plus fou. Il n'y a aucune issue possible, c'est hyper malheureux. Enfin bref, je vous propose de continuer l'aventure avec une nouvelle histoire. Let's begin. J'ai emménagé à Yellowknife, une des villes les plus froides du Canada. Et comme je viens du sud de la France, le dépaysement a été total. Ça fait maintenant 6 ans que j'y habite, et une fois qu'on s'habitue au froid, c'est une très belle ville. On peut même y observer des aurores boréales. Et croyez-moi, c'est un phénomène à contempler au moins une fois dans sa vie. J'ai emménagé ici pour les études et j'ai tellement apprécié que j'ai décidé d'y rester. J'habite en bordure de la ville et la neige recouvre souvent toute la rue. Il n'y a quasiment aucun bruit et je peux vous dire que ça change de ma vie en France. Le calme absolu, c'est tellement apaisant mais parfois oppressant. Un matin je me réveille et je me prépare pour aller travailler. Je sors de chez moi et j'entends un bruit loin de moi. Un bruit inhabituel, comme un cri. Mais c'était trop rapide, j'avais à peine eu le temps de bien entendre. Je me sentais vachement observé. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu comme une ombre dans les bois. Elle avait l'air très grande, mais comme j'avais mal dormi la nuit d'avant, j'étais mal réveillé. Sur le moment, je me suis dit que j'avais halluciné et j'ai continué ma route. La journée se passe et je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée il y a quelques années sur une créature immense. Il s'agit du Bigfoot, mais je vous avoue que cette histoire m'a plus fait rire qu'autre chose sur le coup. Comme j'étais intrigué, je me suis mis à y repenser et j'ai fait des recherches sur internet. Après quelques minutes, je trouve une espèce qui correspondrait à la description du Bigfoot, le Gigantopithèque. C'est son nom scientifique, mais l'espèce s'est éteinte, donc c'était sûrement pas ce que j'avais vu. Le soir après mon repas, je vois dans mon jardin recouvert de neige des empreintes. Je sors dehors pour aller les examiner. Je commençais à devenir parano. Je les regarde fixement pendant 30 secondes et je ne bouge plus. Elles étaient énormes et elles faisaient au moins 2 fois la taille des miennes. J'ai foncé dans mon salon récupérer mon téléphone pour pouvoir prendre une photo, mais à ce moment-là, j'ai entendu un cri strident qui m'a glacé le sang. Après ça, je n'ai pas osé ressortir de toute la soirée. J'ai passé ma nuit à observer les fenêtres pour voir si personne ne m'espionnait ou si c'était pas une blague de mauvais goût. Là, il est 3 h du matin. Je tombe de fatigue et je n'ai rien vu d'étrange depuis tout à l'heure. Je commençais à me dire que je devenais fou et qu'il me fallait une bonne nuit de sommeil. Soudain, d'un coup surgit face à moi à travers la fenêtre une bête immense d'au moins 2,50 m. Une créature avec une fourrure très épaisse. Elle avait un aspect terrifiant. Elle me regardait avec ses yeux énormes. À ce moment, j'étais paralysé. Je ne bougeais plus. Je me suis dit que mon heure était venue. La bête m'a fixé pendant 10 minutes, comme si elle m'examinait. Moi, je ne bougeais plus. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression que ça faisait une éternité qu'elle me regardait. J'ai tourné le regard pendant 2 secondes et j'ai regardé autour de moi. La créature n'était plus là. Elle avait disparu. Je ne sais pas ce qui se passait. Peut-être que je perdais la tête. Peut-être que j'étais en train de devenir fou. Ça fait maintenant quelques mois que ça m'est arrivé et j'en ai parlé à personne de peur qu'on me prenne pour un malade. Les empreintes que j'avais vues ont disparu. Le lendemain matin, j'ai même pas pu les prendre en photo. Depuis ce jour-là, une fois par semaine, je laisse un peu de viande au fond de mon jardin. Je me suis dit que c'était sûrement ce que la créature voulait. Et chaque matin, la viande de la veille n'est plus à sa place.
Alors, comment vous dire? Beaucoup trop de choses perturbantes dans cette histoire. Déjà, on a deux possibilités. Soit le mec raconte n'importe quoi et il est perturbé mentalement, soit il dit vrai et là faut vraiment être ouvert d'esprit et ne pas crier directement au fake. Je pense que vous connaissez tous la légende du Bigfoot, une créature qui vivrait aux États-Unis ou au Canada. Une sorte de grosse créature à l'apparence d'un immense gorille. Ce que je me dis, c'est que parfois on a beaucoup trop tendance à prendre à la légère certains témoignages et certaines histoires. Alors que c'est carrément pas impossible en fait. Quand on voit l'immensité de notre monde, chaque jour on découvre de nouvelles espèces. On est loin d'avoir tout découvert, alors qui nous dit que le Bigfoot a vraiment disparu? Ça se trouve, il est toujours là à se cacher dans les endroits les plus froids de notre planète. Et il sortirait de temps en temps pour terroriser le commun des mortels. Enfin bref, continuons avec une nouvelle histoire. C'est parti. Je m'appelle Ibrahim. Et ce que je m'apprête à vous raconter est la stricte vérité. Ce que j'ai pu vivre, ressentir, je vous assure à 100% que je l'ai vraiment vécu. Je vous dis ça parce que j'en ai marre qu'on prenne mon histoire au second degré. Donc je vous demanderai de bien m'écouter attentivement. J'habite à Marrakech pour les études depuis 4 ans maintenant. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que cette ville est très vivante. Avec la fameuse place que tout le monde connaît, Jam El Hafna. Il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de tourisme. De base, je suis quelqu'un de réservé, de timide. J'ai un peu de mal à m'ouvrir aux autres. Bah je peux vous garantir qu'après 4 ans dans cette ville, j'ai bien évolué. Y a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Normalement, t'as toujours un truc à faire. Donc forcément, t'es énormément amené à discuter avec les autres et à t'ouvrir davantage. Au début, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Mais franchement, avec le temps, je me suis vite adapté. Le week-end et le soir après avoir mangé, j'avais pour habitude de me promener seul dans les rues de Marrakech. J'avais toujours ce besoin de respirer, de prendre l'air, parfois même de faire mon petit footing histoire de garder la forme. J'avais besoin de me retrouver seul, de m'isoler de tout ce monde qui m'entourait H24. Un jour justement, je marchais dans de petites ruelles qui étaient très peu passantes. Quand soudain j'ai entendu un cri, c'était semblable à un cri de détresse, comme si quelqu'un était en train de souffrir. À ce moment je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Une personne était en train de se faire agresser, je devais pas rester les bras croisés. J'ai commencé à me précipiter le plus vite possible en direction des cris. C'était de plus en plus fort et j'avais comme cette étrange impression d'entendre mon nom à travers les cris. Et là, d'un coup il n'y avait plus rien, le calme absolu. Je continue de chercher partout, je regarde de gauche à droite, en face de moi, derrière moi, et là, je tombe nez à nez avec une femme. À ce moment précis, je la fixe avec mes yeux. Je n'arrivais pas à écarter le regard. Elle était d'une incroyable beauté. Je me suis dit que c'était peut-être elle qui avait crié et qui avait besoin d'aide. Mais clairement, c'était pas possible. Elle était magnifique. Elle se portait très bien. Elle dégageait quelque chose d'unique. J'étais totalement envoûté par son regard. Je l'entendais murmurer, mais je ne comprenais rien de ce qu'elle disait. J'essayais de me rapprocher de plus en plus et je commençais à avoir flou. J'entendais mon prénom qui se répétait. Comment elle pouvait savoir comment je m'appelais? Je continuais de voir de plus en plus flou et après un cri de terreur, je me suis évanoui. 1 heure ou 2 heures après, je ne sais plus, je me réveille dans les vapes. J'avais un sérieux mal de crâne, c'était insupportable. Un homme m'a demandé si tout allait bien et il m'a proposé de m'accompagner et de me déposer jusqu'à chez moi. J'ai accepté et je suis vite rentré me reposer. Depuis ce jour, je n'ai aucune réponse rationnelle de ce que j'ai vécu. Et les 2 dernières semaines qui ont suivi cet événement, c'était un véritable cauchemar. J'ai failli me faire renverser plusieurs fois par une voiture. J'avais le moral à zéro. Je ne ressentais plus aucun plaisir. J'avais l'impression d'être en dépression. J'ai perdu 10 kilos et je suis resté cloîtré chez moi de peur qu'il m'arrive quelque chose. Heureusement, petit à petit, j'ai réussi à reprendre une vie normale. J'ai essayé de m'informer sur internet et en allant voir un imam, sachant que je suis musulman. Et d'après eux, j'aurais été frappé par un djinn ce jour-là. Mais ce qui me perturbe aujourd'hui, c'est que parfois je repense à ce visage, à cette femme que j'ai vue, son incroyable beauté. Elle était tellement belle, mais elle est aussi la cause de mon malheur. La nuit, il m'arrive même parfois de rêver d'elle. Mais ce qui me rend fou, c'est que malgré tout ce qui m'est arrivé, il y a une partie de moi qui veut la retrouver. Wow, wow, wow. Parfois, dans notre vie, il peut nous arriver des choses trop bizarres. Dans le thread qu'on vient de voir, on a l'apparition d'une femme qui vient de nulle part. Cette histoire, je la trouve carrément badante, parce que c'est pas la première fois que j'entends des trucs du genre. Le fait de rencontrer une entité et par la suite de subir de grands malheurs dans sa vie. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à la mort, malheureusement. Ici, on peut interpréter cette apparition de plein de façons différentes. Ça dépendra tout simplement de nos croyances. Perso, comme vous le savez, je suis musulman, donc je vais plus valider l'hypothèse d'un djinn. Mais dites-moi si vous pensez que ça aurait pu être autre chose. Ou si tout simplement vous y croyez pas et que cet homme a juste halluciné. C'est ça que je kiffe dans les threads. Finalement on peut jamais savoir. Mais ça reste super intéressant, car à travers ces histoires on peut avoir vécu des choses similaires. Et finalement ça peut aider beaucoup de personnes à y voir plus clair. Bref, restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, il reste encore 2 histoires. Alors poursuivons avec la suivante. Let's begin. Je m'appelle Youssef.
Avec ma femme Sabrina et ma fille Salma, on a décidé de déménager dans le village de Imlil. C'était un endroit magnifique, de toute beauté, et ça changeait de notre vie à Tanger. On recherchait un peu de calme, et mon travail m'a offert l'opportunité de partir en déplacement. Avec ma femme, on a choisi ce village pour le dépaysement, et pour offrir à notre fille de 9 ans une enfance heureuse et plus calme qu'en ville. Les premiers mois passent et on vit un rêve, c'était juste incroyable pour nous. On avait tout ce qu'on voulait. La montagne qui était juste à côté, et cet endroit qui avait quelque chose d'unique, un ressenti qu'on ne peut avoir nulle part ailleurs. Mais quelques semaines après notre déménagement, les choses ont commencé à devenir très étranges. La nuit, ma fille Salma s'est mise à crier de toutes ses forces. Un cri de souffrance, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. Elle était effrayée, elle s'est mise à agir bizarrement, sa respiration était très prononcée, elle faisait des bruits étranges. Mais le plus troublant, c'est qu'elle essayait de se débattre, de nous repousser, de nous griffer. Ma femme était très inquiète, voir notre fille dans cet état, c'était absolument pas normal. Mais après quelques minutes à essayer de la calmer, elle s'est rendormie. Le lendemain, avec ma femme Sabrina, on en a reparlé. On a conclu que Salma était somnambule, qu'elle ne contrôlait pas ses actes. Quand on lui a demandé si elle se souvenait de cette nuit, elle n'en avait aucun souvenir, donc ça confirmait ce qu'on pensait. Les semaines passaient et parfois il se passait des choses étranges concernant Salma. Ça se passait toujours la nuit et on maîtrisait quand même assez bien la situation. Quand un jour, tout a commencé à s'accélérer. Mon frère était passé nous voir pour prendre des nouvelles. Alors on a demandé à mon frère Hamza s'il pouvait garder Salma. J'avoue qu'on n'était pas très à l'aise de lui faire garder notre fille. Non pas qu'on n'avait pas confiance en lui, non, c'était pas ça le problème. C'était surtout par rapport à Salma, tout ce qui lui arrive en ce moment, son changement de comportement, notamment la nuit. On a décidé de le prévenir qu'elle agissait bizarrement quand elle dormait et qu'il devait éviter de la laisser s'endormir parce qu'il ne saurait pas gérer ses excès de colère. De retour à la maison, Sabrina découvre mon frère évanoui sur le sol. Il était inconscient, donc elle a appelé les secours le plus vite possible. Une fois à l'hôpital, les médecins l'ont directement pris en charge. Ils nous ont annoncé qu'il était en plein coma. On ne comprenait plus rien. Comment une telle chose avait pu se produire? J'ai tout de suite pensé à une crise cardiaque ou un truc du genre. J'étais vraiment bouleversé. On ne savait pas pourquoi ni comment tout ça était arrivé. Puis je me suis rappelé que dernièrement, il se passait des choses vraiment étranges avec ma fille. J'étais persuadé que tout était lié à Salma, tout ce qui lui arrivait en ce moment, son comportement. Et là, comme par hasard, mon frère qui est sur le point de mourir, c'était pas normal. Ce déménagement, cette maison, j'ai l'impression qu'elle nous a porté malheur. Il y a quelque chose de terrifiant dans notre foyer, et j'en suis sûr à 100%. Étant musulmans, ma femme et moi on a parlé de tout ce qui nous arrivait à un imam, que ma fille avait un comportement terrifiant, qu'elle n'était plus la même. Il nous a dit qu'elle avait tout l'air d'une personne possédée, donc il nous a conseillé de réciter le Coran, et surtout une ruqya contre la sorcellerie, et pour protéger notre famille et notre maison, d'écouter Surat al-Baqarah. Le soir en rentrant, ma fille Salma ne se sentait pas bien, elle avait l'air absente, elle était fatiguée, en train de trembler. J'étais vraiment inquiet. On s'est posé dans le salon et j'ai commencé à réciter des sourates du Coran en boucle, encore et encore. Durant les premières minutes d'écoute, ma fille réagissait et bougeait dans tous les sens. Elle gémissait, elle voulait sortir de la pièce, c'était vraiment effrayant, et elle prononçait des mots incompréhensibles. Je la reconnaissais pas, elle essayait de m'arrêter en griffant mon bras pour que je cesse la récitation. Mais j'ai persévéré et j'ai continué. Plus je récitais, plus elle devenait incontrôlable. Même sa force physique semblait se décupler. Elle me poussait avec une de ses facilités, c'était terrifiant. Après une dizaine de minutes environ, elle semblait enfin de plus en plus apaisée. J'étais en train de retrouver ma fille que j'aimais par-dessus tout. J'étais heureux. Elle était possédée par un djinn, et en lui récitant quelques versets, elle a été libérée. Le lendemain matin, mon frère s'est réveillé de son coma, et on lui a tout expliqué. Depuis ce jour, je récite au moins 2 versets chaque soir avant de me coucher, pour protéger ma famille. Bon, soyons clairs, déjà, tout ce qui est possession, je trouve ça super flippant. Et on retrouve ce fléau dans beaucoup de religions, et à chaque fois ça fait froid dans le dos. Je sais pas vous, mais se dire qu'une chose peut prendre possession de votre corps, que tu maîtrises plus la situation, que tu n'es plus toi-même, sérieusement c'est terrifiant. Dans l'histoire qu'on vient de voir, pour soigner leur fille, il a suffi de réciter avec insistance quelques versets du Coran. Car pour tout musulman, il n'y a pas de meilleur remède que le Coran dans ce genre de situation. Se remettre entièrement à Dieu pour délivrer ce mal que subissait leur fille. J'aimerais bien avoir votre avis concernant cette histoire, ce que vous en pensez, et si vous avez déjà vécu des choses pareilles avec votre famille ou vos amis. Bref, je vous propose de continuer avec la dernière histoire. Accrochez-vous bien car niveau émotion, on est en plein dedans. C'est parti. Je m'appelle Idriss. J'habite la ville de Blida. C'est une grande ville de près de 400 000 habitants. Souvent, je sors après mon travail, m'amuser avec des amis. C'est une ville très vivante, mais parfois je ressens des choses bizarres. Et des fois, j'entends des cris pendant la nuit, mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Après une soirée avec des amis, je rentre chez moi, tout en me remémorant les bons moments
moment de ma soirée, j'ai une impression très étrange, comme si on me suivait. Alors je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Puis en me remettant à marcher, devant moi il y avait des gens en train de courir qui me coupent la route. Je les ignore quand 20 minutes plus tard, j'arrive à mon appart. Mais soudain, derrière moi, j'entends un bruit sourd. Je me retourne, mais je ne vois rien. Je pense que je devais sûrement être un peu parano. Et puis dans mon quartier, il y avait souvent tout un tas de bruits bizarres. Donc franchement, je me suis dit que c'était normal. Je m'en faisais un peu trop pour rien. Dès que je suis rentré chez moi, je me suis couché. Et aussitôt endormi dans la nuit, quelqu'un frappe à ma porte. Je me lève pour ouvrir, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que c'était sûrement un gamin en train de faire le camp. Le lendemain, je vais faire mes courses. Et en sortant du magasin, j'entends une très forte voix au loin. Mais j'y prête pas forcément attention encore une fois. De retour dans mon domicile, je rentre ma clé pour la déverrouiller, mais la porte n'était pas fermée à clé. Ce n'était pas à mon habitude d'oublier ça. Mais bon, je rentre. En me dirigeant vers ma cuisine, j'entends quelqu'un parler. Alors, c'est ici que tu te cachais depuis tout ce temps. Effrayé, je tente de m'enfuir. Je n'étais pas du tout quelqu'un de violent. L'homme m'empêche de sortir et je tombe nez à nez avec son visage et il me dit: alors Nabil, tu me reconnais? Désolé monsieur, mais je vous connais pas, je m'appelle pas Nabil, vous vous êtes sûrement trompé. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase qu'il me frappe au visage. Il me met un coup de poing, puis il m'agrippe. Il me fait inhaler un produit qui m'affaiblit et je perds connaissance. Je suis où? Je me réveille et ce qui m'était arrivé avant n'était ni une hallucination ni un rêve. J'étais attaché et complètement KO. Mon ravisseur n'était pas là, donc j'ai essayé de me détacher. Je garde espoir et je commence à faire bouger mes mains. C'est douloureux, mais je dois persévérer. Mais malheureusement, j'entendais des pas qui se rapprochaient. Alors Nabil, tu es enfin réveillé? Tu sais, je suis content de t'avoir trouvé. Après tout ce que tu m'as fait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il avait l'air fou et il me prenait pour une autre personne. Monsieur, je suis désolé, mais je ne m'appelle pas Nabil. Lâchez-moi s'il vous plaît. Il me fixa avec ses yeux et je ressentais toute la colère qui était en lui. Comme si je lui avais fait quelque chose, mais c'était pas moi, j'avais rien à faire avec cette histoire. Arrête tes mensonges. Je vais te faire souffrir comme tu m'as fait souffrir. L'homme commence alors à me frapper en me mettant des coups de poing et des claques. Je commençais à saigner, mais c'était pas ça qui me faisait le plus mal. C'était les moments où il me mettait un sac plastique transparent sur la tête et qu'il m'étouffait avec jusqu'à ce que je recommence à perdre connaissance. Puis s'arrêter, recommencer, encore et encore. Les jours passent et j'avais mon plan en tête et la corde qui commençait légèrement à se détacher. Mais ce n'était toujours pas suffisant. J'ai choisi de risquer le tout pour le tout lorsqu'il est arrivé avec une pince. Il voulait me retirer mes ongles un par un. Rien que d'imaginer la douleur, je me suis évanoui. Mais il m'a réveillé avec des claques et le son résonnait dans cet entrepôt désaffecté. Pendant sa pause, je me décide et j'y mets toutes mes forces. Je fracture mon poignet et je me détache. Je me lève et je commence à courir. J'avais peur de ce qu'il me ferait s'il me rattrapait. Peu importe, j'avais plus le choix. J'étais en train de courir le plus vite possible. Je savais que ma vie en dépendait. C'était vivre ou mourir. J'ai atteint le commerce le plus proche et j'ai appelé la police. J'étais enfin sorti de cet enfer. Ma vie n'a jamais été vraiment pareille depuis ce jour. Je ne reste jamais seul. J'ai des terreurs nocturnes. Je me mets à douter de tout et tout le monde. J'ai l'impression de ne plus être moi-même. L'homme n'a jamais été retrouvé. Alors parfois, j'ai l'impression de le voir au loin. Et je ne sais pas si c'est lui. Vous savez ce qui est le plus flippant dans cette histoire, et je le dis bien souvent, c'est qu'elle aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous, et c'est ça qui la rend encore plus terrifiant. Je vous vois venir, vous, qui vous dites dans votre tête: ouais, mais ça m'arrivera jamais, une histoire pareille, ça peut pas m'arriver. De toute façon, dans tous les cas, si ça m'arrive, je vais m'en sortir. Le jour où ça va t'arriver, tu vas juste te taire et tu vas littéralement te pisser dessus, crois-moi. Il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que des psychopathes, il y en a partout autour de nous. Donc restez bien attentifs. Peu importe votre pays, votre ville, vos voisins, vos amis, votre famille, ils pourraient être très bien juste devant vous. Et ça, malheureusement, quand vous le saurez, il sera probablement trop tard. Cette vidéo, j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. Si t'es encore là en train de m'écouter, c'est que tu fais vraiment partie de la famille. Pour que je sache qui sont mes plus fidèles abonnés, envoie-moi Algérie sur mon Instagram Mogota Sama. Je te répondrai direct après ça et on pourra discuter en mode chill. Sur ce, prenez soin de votre famille et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota, peace.